Bien, bonjour chers auditeurs internautes. Donc pour ce webinaire dans le cadre des Agora Live Supply Chain consacré donc à la logistique de distribution, nous allons traiter dans la demi-heure qui vient d'un sujet peut-être un peu en marge mais important, qui sont les impacts positifs de la logistique, dont on verra que c'est une activité qui effectivement est au service de l'emploi de la collectivité. On a souvent tendance à présenter notre activité transport logistique comme génératrice d'externalités négatives, comme disent les économistes. On va essayer de montrer en avant les externalités positives, et en tout cas tout ce que ça apporte au monde de l'économie. Autour de ce plateau pour discuter du sujet, Thomas Daudré-Vignier. Vous êtes donc directeur des sites logistiques But, mais c'est pas à ce titre-là qu'on vous reçoit. Alors même si vous êtes concerné, puisque vous êtes un des adhérents. Donc vous êtes le président de Pils. On va dire un petit peu ce qu'est Pils dans quelques instants, qui est donc le pôle d'intelligence logistique, et qui a donc le principe de développer les activités logistiques dans un bassin d'emploi qui est très déterminé dans la région de Grenoble-Lyon. Vous allez nous donner des petits détails là-dessus. Et puis je reçois également Laurent Lamatière. Bonjour. Donc Thomas est le président actuel et Laurent est l'ancien président de Pils. Voilà, donc on a entre autres. Et vous êtes consultant associé Arthur Lloyd, basé sur la région lyonnaise. Mais là encore, c'est pas question d'Arthur Lloyd, mais plutôt effectivement de votre expertise au niveau de Pils. Laurent, vous êtes un des membres fondateurs de Pils, premier président. Présentez-nous un petit peu rapidement ce qu'est Pils. Alors, le Pils, donc c'est le pôle d'intelligence logistique Europe du Sud, puisque nous sommes en Europe du Sud. Et je vais vous faire un petit retour en arrière en fait, sur comment est né le Pils. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Et à l'origine, c'est dans le cadre de la ville nouvelle de l'île d'Abo, donc qui était un établissement public, qui a développé tout le secteur de l'île d'Abo, et notamment la zone de Chêne, qui est, je vous rappelle, la première zone logistique de France, avec plus de 2 500 000 m² construits. Et donc, dans ce cadre-là, c'est Lucienne Borel qui à l'époque, représentait l'État à travers l'établissement public de l'île d'Abo, l'EPIDA, et qui, dans les années 2000-2005, au cours de discussions, s'est dit, tiens, tous les acteurs sont là, il y a un territoire, qui déjà à l'époque était un territoire avec où la logistique était omniprésente et était une force pour ce territoire. Et on s'est dit, ça serait peut-être pas idiot de se regrouper les entreprises, les collectivités, donc à l'époque l'établissement public, qui est devenu par la suite la CAPI, et puis la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, qui était un acteur très important de ce développement. On s'est mis autour d'une table, on s'est dit, on va essayer de développer cette filière, on va essayer de regrouper les entreprises pour faire une sorte de club, mais d'association, pour promouvoir l'activité logistique sur ce territoire. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisqu'effectivement, le point de départ du pôle d'intelligence, c'est l'ancrage territorial avec ces entreprises et ces acteurs de l'État, des collectivités locales. C'est comme ça qu'est né le pôle d'une façon, je dirais, presque simple. On a mis presque 2 ans quand même pour faire les fondamentaux et créer le pôle. Donc là, on est entre Lyon et Grenoble, sur la fameuse. Alors on est plus proche de Lyon, Nord-Isère, c'est ce qu'on appelle la zone du Rhône, l'île d'Abo, la ville nouvelle de l'île d'Abo. Si on regarde bien, on est à moins de 30 km du centre de Lyon. Donc on est plus proche de Lyon, même si on est dans l'Isère, que Grenoble, on est bien. Et la très très grande zone logistique de cette région Rhône-Alpes. C'est vraiment la plateforme logistique de l'agglomération lyonnaise au sens très large. Vous n'ouvrez pas cette zone au nord là qu'on appelle la plaine de l'Ain, c'est ça, non? La plaine de l'Ain est une autre zone logistique d'importance, mais si on regarde par exemple en termes de volume, aujourd'hui en mètres carrés construits, la plaine de l'Ain c'est 800 000 m², Nord-Isère on est à 2,5 millions. Donc effectivement on n'est pas tout à fait sur la même échelle. Le secteur du parc industriel de la plaine de l'Ain, un secteur qui est plus mixte, avec des locaux industriels, de l'industrie, de la logistique, et qui est un peu plus éloigné. Et puis il y a surtout aussi une volonté politique d'arrêter le développement de la logistique, ce qui n'a jamais été le cas dans le secteur nord-isère. Alors un club, pourquoi faire ? Alors se réunir peut-être de temps en temps, discuter, mais voilà, l'objectif était aussi, je pense, d'avoir des actions un peu concrètes. Alors
Et c'est exactement ça. La partie concrète et très pragmatique a toujours été un peu le fil d'Ariane du pôle. On est des gens, dans la logistique, on est des gens qui sont très pragmatiques, et Thomas pourra le confirmer encore mieux que moi. L'idée, c'était pas de dire on fait un club pour un club. L'idée, c'était d'essayer de comprendre ce que c'était que la filière logistique, d'essayer d'aller au niveau des attentes des logisticiens sur ce territoire et d'apporter une réponse, quelle qu'elle soit, avec une première thématique, mais je laisserai Thomas bien entendu le développer encore plus que moi, qui a été les RH. La ressource humaine, l'humain, en fait, on se rend compte que c'est ce qui est le plus important. Alors on parle d'immobilier, on parle de technologie, etc. Mais l'humain, à la fin, c'est toujours ce qui est important. Et quand on regarde le développement du pôle, la partie ressources humaines a toujours été la partie la plus importante, sous plein de thématiques. Et finalement, on s'est dit, voilà, on va essayer d'apporter un service, plus qu'un club où on se rencontre pour discuter. L'objectif n'a jamais été de faire un club d'affaires pour échanger, etc. Dans la pratique, ça peut se réaliser, mais ça n'a jamais été ça. L'objectif, c'était effectivement de représenter cette filière. On se rendait compte que cette filière était très présente, elle existait, elle avait ses codes, et en plus, il y avait une méconnaissance totalement de cette filière. Donc l'objectif, c'était aussi de faire connaître cette filière à l'ensemble des acteurs du territoire. Donc mutualiser un certain nombre d'actions. Monsieur de Trévigny, où en est-on aujourd'hui? Puis peut-être aussi nous présenter un peu la structure de PILS en matière d'organisation de gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance, donc le président que je suis, une déléguée générale, Cécile Michaud, et nous avons 3 autres permanents, une chef de projet mission RH qui est Marion Paris, et une chef de mission développement durable, RSE, qui est Léa Gauthier, plus une assistante administrative qui s'occupe un peu. Donc, c'est 4 personnes salariées, plus un alternant actuellement. C'est 184 adhérents et ça représente 5 à 6 000 salariés si on prend l'ensemble des salariés, des adhérents. D'accord. Dans les sites but, vous êtes sur place. Dans les sites but, et c'est pour rejoindre Laurent, c'est que le PILS, c'est vraiment un échange de bonnes pratiques sur l'ensemble des métiers, et donc vous allez retrouver, ne serait-ce que dans mon domaine, Conforama, Ikea, Darty et tous les grands, mais vous avez aussi, il n'y a pas que des chargeurs, il y a des prestataires, et il y a aussi tout ce qu'on appelle le service à logistique, donc vous avez ça soit les chariots de manutention, les sociétés d'intérim, on a même un avocat qui donne des conférences sur le droit du travail, les évolutions, on a sur la sécurité, il y a une émanation, enfin... Vous voyez, et vous parliez de la plaine de l'Ain, il faut savoir qu'on a des adhérents qu'on a grignoté sur la plaine de l'Ain. Et le PILS, qui autrefois était sur vraiment le Nord-Isère, parce que notre deux maires fondatrices, comme disait Laurent, c'est la Chambre de commerce et la comité d'agglo, la CAPI. Le PILS, maintenant, rayonne sur toute la région Rhône-Alpes. Alors, il existe des structures au plan national, hein. On a la SLOG, la FILOG, France Logistique. Vous vous situez comment? Il y a vraiment une notion d'ancrage territorial. Je crois que c'est vraiment le thème sur lequel vous... la région de Rhône-Alpes, notre territoire, mais on a des passerelles avec la SLOG, avec la FILOG est membre de notre conseil d'administration, comme la SLOG. Et donc, à l'époque, la SLOG n'a pas mis de bureau sur Lyon et on sert de correspondant. On a des liens avec TLF, pas avec la FNTR, mais ça viendra peut-être, mais parce qu'on est plus logistique que transport. Mais on a quelques transporteurs quand même qui sont chez nous. Mais vous voyez, donc on rayonne un peu partout. Et comme disait Laurent, l'ADN de notre entreprise, enfin de l'association, enfin, c'est comme une entreprise, c'est le développement humain, le développement durable et puis le développement du territoire et faire connaître nos métiers. Parce que ce dont on a souffert, c'est la mauvaise image de la logistique. Alors, on a vu ces derniers temps qu'on s'est aperçu que sans la logistique, un pays pouvait tourner peu ou pas du tout. Et donc, c'est un peu notre revanche sur le sujet. Mais voilà, donc le pôle, c'est tout ça. C'est plus de 80 réunions par an, plus 2 gros événements qui sont après le conseil d'administration, parce qu'on est logisticiens, il y a l'apéritif d'été, on se rencontre. Et il y a la fête de logistique où chaque année, on fait intervenir un intervenant qui n'est pas du monde de la logistique, justement, qui essaie de mettre son intervention... Dans le monde logistique, la dernière qu'on avait reçue, c'était Julia de Funès qui nous expliquait justement un peu notre métier à travers ses propos philosophiques. C'était très, très amusant d'ailleurs. Alors, premier volet qui a été mis en exergue, la partie sociale, les dimensions humaines. On sait qu'on est dans un secteur qui a du mal à attirer des jeunes, qui a du mal à attirer des emplois. Vous êtes sur une zone qui doit être probablement saturée en plus en termes de formation et de ressources humaines. Alors, quelle a été un peu votre démarche? Pas tellement, mais justement...
On sort de cette année, tous les 2 ans, on fait la Biennale logistique, où, si vous voulez, habituellement, on recrée un entrepôt que parfois Arthur Loy ou Prologis nous mettent à disposition, et on recrée un parcours pour les étudiants et les lycéens et même les demandeurs d'emploi. Et comme ça, ils peuvent voir, quand ils commandent un téléphone, ils voient tout le circuit jusque la livraison. Et cette année, on n'a pas pu le faire, donc on l'a fait en virtuel, c'est-à-dire qu'on a été filmé dans les entrepôts en direct. Et les collégiens ou lycéens ou demandeurs pouvaient poser des questions là-dessus. Et justement, non, c'est un métier pénurique. On est entre nous et la plaine de l'Ain. Il faut savoir qu'il y a entre 500 et 700 postes à pourvoir en permanence. Ça va du magasinier jusqu'à responsable d'exploitation ou directeur de site. C'est la zone de Chêne en pleine expansion, en pleine charge, on va dire, c'est 13 000 emplois. C'est 25% d'emplois du territoire. Alors, Laurent, ce débat, je suppose, a été dans l'ADN au départ de Pils. Alors, peut-être donner quelques dimensions un peu concrètes qui ont été faites. C'est de la promotion, c'est des accords avec des établissements scolaires, universitaires, des établissements privés, des apprentissages. Alors c'est vrai qu'au début, et je parlais avec Thomas avant notre intervention sur les débuts où il fallait qu'on se fasse connaître, il fallait qu'on prouve, je dirais, ce qu'on était. Aujourd'hui, bien entendu, c'est plus le cas, parce que 13 ans après, au contraire, pour le coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les collectivités, c'est les services de l'État, c'est l'éducation nationale qui aujourd'hui s'adresse à nous et pour nous aider, pour qu'on puisse les aider à faire découvrir effectivement tous ces métiers de la logistique. Et comme le disait Thomas sur le Salon des métiers de la logistique, c'est quelque chose d'unique en France, parce qu'en fait, on l'a fait in situ dans un entrepôt, et c'est un succès sur 2 jours qui s'est jamais démenti. Et encore une fois, c'est toujours le pragmatisme du pôle. Et notre ADN, c'est vraiment d'avoir des idées qui viennent de la base. C'est-à-dire que concrètement, sur la partie RH, à un moment donné, vous avez un adhérent qui nous dit « Tiens, là, il me manque ça ». Bon, on se dit « Tiens, on fait un sondage ». Aujourd'hui, effectivement, c'est facile avec tous les moyens informatiques qu'on a, de dire est-ce que cette thématique-là intéresse 2, 3, 10, la totalité des membres, et puis le cas échéant, on va créer un groupe de travail, et puis on va ça peut aller jusqu'à créer une formation. Et au début du pôle, c'est ce qu'on a fait. Je rebondis sur la formation, et on s'est aperçu qu'il y avait un manque de formation sur les managers intermédiaires, et en lien, le pôle avec la CCI a lancé une formation pour tout ce qui est agent de maîtrise ou cadre junior. Et c'est une formation qui tourne très très bien et qui est très demandée par les entreprises de la zone. Vous n'avez pas été tenté de faire un groupement d'employeurs, non? Mutualiser jusque-là, non? Pas encore Non, enfin je vais laisser répondre. Non, parce que c'est pas l'ADN de l'association. Si vous voulez, l'association, chacun amène son expertise. Et en fait, c'est un partage d'expertise. Et comme disait Laurent en préambule, on n'est pas là pour échanger les cartes de visite. Si on veut faire des affaires, c'est de gré à gré. Mais quelqu'un vient, n'est pas là pour disposer ses cartes de visite. C'est même dans le code de l'association. Non, mais il y a des développements. Par exemple, on a développé avec l'État une GPECT sur l'emploi. GPECT gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences du territoire. J'ai révisé. Est-ce que quand on rentre dans les collectivités locales, l'État, il y a des acronymes qui sont un peu... Je vais vous donner une anecdote. C'est le jour où on s'est réunis autour de la table avec le sous-préfet, il y avait un nombre d'organismes de l'État. Je dis, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Il s'est tourné vers moi, il m'a dit, moi non plus d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est tout ça pour vous dire que quand l'État, blague mise à part, quand l'État se mobilise sur l'emploi, c'est impressionnant. Nous, on est partenaire de Pôle emploi, on est partenaire, vous parliez des écoles, on est partenaire de l'école d'ingénieurs de Grenoble, de l'IUT de Lyon, de l'IAE. Tous ces gens-là viennent, et donc c'est un échange. Vous avez aussi bien donc le directeur de site que je suis, que le professeur d'université, que la RH, que l'avocat. Donc vous mettez tout ça ensemble, vous agitez, et ça donne des idées, des super idées, et on avance comme ça. Mais sur les engins de manutention, chacun, comme disait Laurent, un salarié va proposer une idée à Hugues Henrich qui va la développer. Donc vous voyez, ça phosphore en permanence. Et je vous dis, c'est plus de 80 réunions de travail par an. Oui, c'est l'intérêt de mettre en commun des problématiques qui sont communes un peu à chaque site. Et donc, on est aussi novateur. On réfléchit à l'avenir de demain sur le développement durable, sur le photovoltaïque, sur l'hydrogène aussi. Oui, voilà. Donc, sur la partie sociale, il y a effectivement aujourd'hui de plus en plus d'automatisation dans les entrepôts. Et on voit arriver des préparations vocales. Et là aussi, vous jouez un rôle d'accompagnement des équipes. Ardis était partenaire. Jean-Yves Costa, là, qui a pris sa retraite. Moi, j'étais un des premiers à voir les drones tourner sur les inventaires. Ça a été fait chez FM dans la zone. Donc, vous voyez, nous, on est un peu à la pointe. Nos métiers sont souvent à la pointe de l'innovation. On teste. Oui, il y a la mécanisation, mais il y a encore beaucoup de métiers qui sont pas mécanisables.
Je suis bien passé pour le savoir chez But. Ce qui est intéressant avec le pôle, c'est qu'on peut servir de pilote, étant donné qu'on a un territoire dans lequel il y a effectivement des chargeurs, des prestataires, quels qu'ils soient. Quand on a une nouvelle technologie à développer ou à tester, quoi de mieux que de venir voir le pôle? Nous, on a fédéré tout ça et on peut faire un test. Et je parlais de l'hydrogène, c'est ce qui est arrivé il y a à peu près 5 ans, où des gens comme Air Liquide et l'ADEME sont venus voir le pôle en disant il y a des chariots élévateurs aujourd'hui qui fonctionnent à l'hydrogène. Il y en avait à l'époque 4-5 000 aux États-Unis, il y en avait 0 en France. On pense que c'est intéressant de faire un test en France. Et on est venu nous voir et le pôle a fédéré et le premier parc de chariots élévateurs qui fonctionne avec des piles à combustible et à l'hydrogène a été mis en œuvre chez Ikea, qui est un de nos adhérents, avec tous les problèmes techniques que ça a posé, réglementaires, puisque effectivement l'ADREA n'a pas vu d'un très bon œil qu'on mette une station hydrogène au sein d'un ICPE. Bon, ça c'est autre chose, mais on y est arrivé et aujourd'hui Ikea a été le premier site en France à recevoir des chariots élévateurs qui fonctionnent à l'hydrogène avec des piles à combustible. Typiquement, on sert aussi à ça et Thomas parlait des services de l'État. Quand l'État aujourd'hui a une problématique sur la filière logistique, il s'adresse à des associations, particulièrement au PILS, pour dire comment il faut faire et comment on va le faire. Et c'est très important. Et en fait, ça permet, on est la clé, la porte d'entrée pour justement s'adresser à l'ensemble des adhérents et l'ensemble des acteurs. Alors, il y a peut-être un deuxième sujet aussi qui vous intéresse, qui peut-être est plus opérationnel, mais en dehors de la partie humaine. Vous êtes sur une zone logistique importante. Qui dit zone logistique importante dit aménagement, divers et variés, accès autoroutier, divers. Là encore, quelles sont un peu vos relations avec les collectivités locales C'est du partenariat. C'est même, ça développe au fil des années. Je dirais, c'est une amitié professionnelle. Entre que ce soit avec la CCI ou la comité d'agglomération, la CAPI, qui est sur l'ensemble du territoire. On signe des conventions avec eux sur lesquelles on s'engage à des objectifs précis. Par exemple, là, on vient de signer, la CAPI, qu'on vient de finir, une enquête justement sur l'ensemble du territoire, le nombre de volumes, de containers, enfin tout ce qu'on peut avoir sur des questions sur le territoire, l'emploi et autres. Ça va jusqu'à quand on les sollicite pour des horaires de ligne de bus, ils changent parce qu'ils s'aperçoivent que pour faciliter le travail. Que ça, c'est un sujet qu'on aborde peu souvent, mais l'accessibilité des sites logistiques à nos salariés, enfin vos salariés, sont parfois extrêmement compliqués. C'est primordial. C'était un sujet où on ne s'est pas fâché, mais on a montré un peu les dents. Et c'est là où ils ont changé parfois les horaires des lignes pour desservir les sites qui démarrent à 5h du matin. Nous, on était même prêts, si vous voulez, à moduler les horaires sur les sites, de commencer une demi-heure plus tard, mais au moins d'avoir des lignes de bus. Donc ça a été fait. La mise en place c'était des détails, mais des trottinettes à l'arrivée de la gare pour aller dans les entrepôts. Mais le bonheur se cache dans les petits détails. Ou le diable est dans le détail. Oui, alors, le bonheur, maintenant. Et c'est vrai que d'apprendre d'être proche comme ça du territoire, proche du terrain, ça permet effectivement d'avoir... C'est vraiment une association concrète. On n'est pas là pour... Ça nous arrive de réfléchir, heureusement, mais nous, c'est d'aller trouver des solutions concrètes au quotidien. Trouver les bonnes solutions. Et donc, au-delà de ça, il y a eu un problème de, je ne sais pas si on va en parler, mais la sécurisation de la zone. Et oui. Il faut savoir que quand j'ai dans la banlieue est de Lyon, là. C'est le grenier de Lyonnais. Donc, vous voyez, pas plus tard qu'hier, il y a encore eu un braquage. Donc, même sécurisé, mais on a signé une convention avec l'État avec la convention et l'État, une sécurisation de la zone des chaînes. Je crois que c'est une des premières zones de France qui a été sécurisée. Il y a plus de 50 caméras. Et un an après, 50% des vols ou tentatives de vol ont été réduites. Et le PILS a créé une émanation qui s'appelle le PILS Secure. Vous avez des adhérents qui payent en fonction de la volumétrie de leur mètre carré avec un rondier. Ce rondier tourne et est en lien direct avec les forces d'intervention de la gendarmerie. Donc il ne passe pas par la centrale d'appel. Donc il a juste... Et donc ça a permis la réduction de méfaits et larcins. Vous avez inventé nos voisins vigilants, mais pour en gros, c'est ça. Oui, voilà. Non, mais en gros, c'est ça, mais ça marche très bien. Et puis ceux qui ne sont pas adhérents bénéficient du rondier qui passe à côté, parce que celui d'à côté a... Donc voilà, donc on est un peu victime de notre succès. Mais vous voyez, l'État nous accompagne maintenant, et on accompagne l'État. Et ce que je disais tout à l'heure, là, on est sollicité par l'Éducation nationale pour que les futurs recteurs ou chefs d'établissement viennent dans les entreprises pendant 2-3 jours, voir comment ça se passe, nos métiers et autres. Je dis, là, on a tout gagné, quoi. Effectivement, faire connaître son métier, passer par les jeunes et le monde de l'éducation, c'est une bonne chose. Troisième volet important, qui est donc celui de l'environnement, du développement durable. Effectivement, vous êtes ancré sur un territoire. Alors, vous avez une mixité d'entrepôts, à la fois des entrepôts qui sont
à vocation nationale et des entrepôts qui sont plutôt à desserte régionale en distribution locale. Hein, c'est ça. Oui, on a les deux. On a les deux. Alors, c'est un peu la force aussi de ce territoire. Hein, et là, pour le coup, il faut reconnaître que les services de l'État étaient un petit peu visionnaires, puisque effectivement, dans le cadre du statut de la ville nouvelle de l'île d'Abo, donc qui s'est terminé dans les années 2000, ils avaient perçu ce développement de la logistique. Et l'avantage, c'est qu'il y avait effectivement à l'époque beaucoup de terrains disponibles. Et c'est vrai qu'avec un certain nombre de grands acteurs, des gens comme Prologis, hein, dont le premier bâtiment construit en France en développement a été fait sur Saint-Quentin-Fallavier en 1997. Et après, aujourd'hui, ils en ont 23. Mais aussi avec des acteurs historiques comme Norbert Notre-Sangle, à travers sa foncière, qui a participé au développement de cette zone. Mais c'est vrai qu'il y a eu un instant T, je crois, l'État, enfin à travers l'établissement public, ils ont deviné que ce territoire allait devenir effectivement un territoire d'excellence au niveau de la logistique, alors qui était très bien placé d'un point de vue géographique avec l'autoroute A43 qui va en direction de l'Italie, mais c'est aussi parce qu'on est à proximité d'une agglomération qui est l'agglomération lyonnaise, hein, avec on va dire son 1,5 million d'habitants, dans lequel il y a aussi de l'industrie. Donc je dirais il y a tout un écosystème finalement qui a été au service de la logistique et qui a permis finalement de créer ce pôle d'excellence, parce qu'aujourd'hui on peut le dire ainsi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde veut venir s'implanter sur la zone de 50, ce qui n'est pas sans poser de problème, puisqu'aujourd'hui, on a atteint un petit peu un stade de saturation en termes de développement foncier, et qu'on travaille avec les collectivités locales, je dirais justement au futur. Alors, c'est encore un peu compliqué. Une telle zone logistique, c'est mon expression, c'est un peu un aspirateur à camion. Hein. Donc là aussi, on voit bien que dans l'esprit des collectivités locales, voilà, quelque chose souvent de perturbateur. Comment faites-vous passer le message? Alors nous, on essaie de... Justement, le pôle a une mission actuellement qui s'appelle la ligne verte. C'est un gros projet, c'est d'avoir collecté toutes les informations des containers qui arrivaient à Fos, dans le sud de la France, et qui remontait sur Lyon. Donc on voulait savoir comment ça remontait, quelles étaient les quantités et autres. Et on essaie de verdir en passant. Par exemple, c'est ce qu'on fait chez But, c'est que nous, on travaille énormément par barge sur le Rhône. Quand le Rhône est en crue ou en travaux, on prend les trains et au dernier recours, on prend les camions. Donc ça arrive au port Édouard Herriot et après, mais je ne suis pas le seul, tous les chargeurs passent un peu par là. La difficulté justement, il n'y a pas de ligne de chemin de fer qui font Édouard Herriot. Qui desservent la zone, c'est ça. Il y a des lignes de train, mais on ne va pas se voiler la face. Vous connaissez la réputation de la SNCF, et donc il y a un moment, vous prenez le camion parce que vous voulez être sûr à quelle heure va arriver votre container ou votre marchandise, et donc ça a été le défaut. Et là, on relance le ferroviaire pour vraiment essayer d'attiser dans des. Donc nous, quand on nous demande des études, on le fait, parce que ça fait partie un peu du partenariat de la Chambre de commerce ou des comités d'agglo. On est associé au pôle métropolitain sur la réflexion plus globale sur Lyon Métropole. On a signé des conventions avec les territoires aux alentours. Donc, si vous voulez, on est pas, comme disait Laurent, on est partenaire. On n'a pas toutes les solutions. Nous, on propose. Après, le politique, au final, c'est lui qui décide. Mais on essaie d'apporter des solutions. Et notre force, c'est avant qu'il décide, il nous consulte. Parce que les deux grandes métropoles que vous avez, Lyon et Grenoble, sont passées aujourd'hui sur une stratégie municipale plutôt verte. Différente, mais ça, c'est pas grave. Le pôle ne fait pas de politique. Donc on s'adapte à nos interlocuteurs. On n'est pas toujours d'accord, mais bon, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas faire avancer les choses. Et encore une fois, la force du pôle intelligence, c'est de proposer aussi des solutions. Si on était dans des dogmes, comme peuvent l'être certains, on n'avancerait pas. Nous, on propose des solutions qui sont des solutions qui existent et qui sont pratiques et qui permettent de répondre aussi aux attentes de tout le monde. Parce que vous avez l'avantage d'avoir une vision assez globale des flux, finalement, de l'amont, la partie intra-logistique et la partie aval, distribution, sortie de vos entrepôts. Oui, et comme le disait Thomas par rapport à cette thématique de ce qu'on appelle la ligne verte au niveau des containers, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'effectivement, si on attend tout des services de l'État, de la SNCF ou d'autres, il ne va jamais rien se passer. Parce qu'ils ont une vision qui est souvent un peu je dirais, pas dogmatique, mais qui vient de barriques. Donc nous, on essaie de dire, si demain on veut développer le fret ferroviaire, c'est nous qui allons prendre les choses en main en disant, voilà ce dont on a besoin, et du coup, ça va marcher. Si on est sur des idées, on va dire, un peu théoriques, ça ne marche jamais. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Après, je rebondis un tout petit peu quand vous parlez de camions. En fait,
ça, c'est les idées. Mais ça m'étonne que vous me disiez ça. Vous qui êtes un grand spécialiste. Mais voilà. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que la mutualisation, c'est ce qui permet de diminuer le nombre de camions. Typiquement, sur la zone de chaîne, un camion ne vient jamais à vide, il ne repart jamais à vide. Donc ça a du sens. Ça veut dire que ça a du sens économique, évidemment, mais ça a du sens en termes de nombre. Parce que par rapport à une zone qui serait un peu plus éloignée ou un entrepôt isolé, on va dire, dans la campagne, où là, effectivement, ça va générer un flux que pour ce bâtiment-là, donc ce qui n'a pas un grand intérêt. L'intérêt de la zone de chaîne, c'est effectivement de mutualiser, y compris le nombre de camions. Donc là, tout est lié. On joue sur un rôle important que vous avez, c'est qu'on voit bien, vous doutez bien que quand je parlais des camions, c'était au second degré, mais c'est la perception que peut avoir effectivement le grand public et donc leurs représentants des élus locaux, qui est aujourd'hui une perception sur laquelle il y a du travail à faire, et votre rôle est un peu de missionnaire. Comme je disais toujours, aucun maire, tous les maires sont pour un entrepôt, mais jamais chez soi. Sauf que nos métiers ont changé. C'est des bâtiments plus modernes, plus autonomes, avec des démarches RSE, du panneau photovoltaïque, une prise en compte de la démarche RSE. Et donc nous, on l'a accompagné. On a une grosse démarche, puisqu'on a une chargée de mission sur la démarche RSE. Et donc ça, on explique aux collectivités que c'est plus un bâtiment avec des camions. Tout à l'heure, on parlait des transports en commun. Laurent est le premier à savoir, on n'implante plus un bâtiment sans qu'il y ait du transport en commun à côté, parce que c'est pas possible, ou développer le covoiturage. Donc, l'image a changé, et sur notre territoire, on a 2 députés, dont une qui était vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a vraiment pris en compte l'importance de nos métiers, de nos territoires. Et encore une fois, les gens ont découvert la logistique, que c'est pas que des camions, c'est aussi des camionnettes, c'est aussi d'aller livrer les centres-villes. Donc là, c'est la problématique de demain. Comment on va livrer les centres-villes? Est-ce qu'il y a des voitures électriques? Oui. Les fameuses zones ZFE, on en fait quoi demain? C'est toute l'interrogation que nous, on essaie d'anticiper pour pas qu'on nous impose les choses. Donc vous êtes aussi un club de réflexion, puisque au-delà de l'opérationnel, on voit arriver effectivement ces ZFE. Donc là aussi, vous êtes dans une région où il y en a 2, je crois, de mémoire. Lyon, Grenoble. Vous apportez quoi dans le débat actuellement avec... On freine, on leur dit faites attention de tout interdire, parce qu'il y a un moment, on va plus pouvoir aller livrer. Donc, alors il y a des dérogations, ça c'est typique de la France, on met des règles, puis on met des dérogations. Donc c'est toute la complexité, c'est de participer au débat. Mais comme disait Laurent, il y a un moment où l'esprit pratique va se heurter au dogme, et là on peut plus rien. Là. Donc mais on anticipe. Vous voyez, par exemple, moi j'avais proposé de faire des livraisons des barges qui livrent au centre de Lyon. Ils ont fait un truc qui était très bien l'année dernière, où il y a 2 ans, c'est des barges où les gens pouvaient jeter leurs déchets. Donc ça, vous voyez, c'est une bonne initiative, et pourquoi pas livrer comme ça se fait à Paris. Alors, je suppose que dans la zone, il y a des entrepôts de distribution locale qui vont desservir la zone. Il y a une réflexion sur des effets de mutualisation, par exemple, pour passer de cette logique qui serait d'une logique où ce sont les expéditeurs qui managent les livraisons, avec plutôt les destinataires qui managent la livraison. Alors, pour être honnête, moi, c'est une réflexion que j'ai depuis un moment, et c'est un vœu pieux, c'est demain, vous commandez chez 3 prestataires différents, et vous êtes livré, ils vont sonner 3 fois chez vous dans la même journée. Pourquoi pas tout concentrer, que vous soyez livré qu'une fois à l'heure que vous avez choisi. Donc ça demande une mutualisation des chargeurs, alors je pense que le gros problème qui va se poser, c'est le problème de responsabilité, mais je pense qu'on y viendra, parce que moi, en tant qu'individu, si je travaille, ça serait bien que 20h le soir ou à 19h, on me livre tout d'un seul coup. Ça peut être le cas en B2B aussi, oui, tout magasin, à fait. Oui. On peut imaginer un restaurant être livré en une seule fois plutôt que... Il y a eu un exemple sur le territoire de Chêne, une mutualisation entre je crois que c'est le contrat Ecor avec Henkel et son concurrent, et qui effectivement était presté par un prestataire logistique unique et qui permettait de desservir les grandes surfaces avec un seul camion plutôt que 2, avec des produits qui étaient concurrents. Donc ça, c'est un exemple qui existe toujours sur la zone de Saint-Quentin. Après, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, d'un point de vue, comme disait Thomas, d'un point de vue de responsabilité. Puis faire travailler 2 concurrents ensemble, c'est pas simple. Néanmoins, l'écosystème que l'on a sur la zone de Chêne, sur ce territoire, permet ce genre de choses, plus qu'ailleurs. Donc on est encore une fois, on est dans une démarche qui est vertueuse du début à la fin. Et en fait, on se rend compte, et avec le pôle, on sert de catalyseur un peu à ça, on se rend compte que tout est possible. Les mentalités sont prêtes, en fait. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Alors, vous êtes président jusqu'à... Aux prochaines élections.
qui ont lieu Euh, en 2022, non, c'est pas peut-être. Non, pas celle-là, non. Mais et j'y pense pas en me rasant tous les matins non plus. Mais oui, normalement, ça fait 5 ans et donc il me reste encore une année. D'accord, ok. Ah, donc il faut trouver un successeur éventuellement peut-être, pour vous remplacer. En tout cas, merci pour cette présentation intéressante et cette façon un petit peu d'avoir une image positive de notre métier sur la logistique. Merci à vous, merci aux auditeurs internautes qui nous ont suivis. Et donc, nous allons enchaîner par une petite présentation sur la transformation des activités d'un acteur historique, donc qui est en fait à la Poste, que nous allons voir derrière. Et puis, restez avec nous aussi pour la suite des opérations, puisqu'on a une remise de prix coup de cœur qui aura lieu aux alentours de 10h45. À bientôt, au revoir.